Eh ben, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et je ne suis pas seule. On est à deux avec Joris Danton pour vous présenter aujourd'hui les montages juridiques qui sont adaptés ou plus ou moins adaptés à l'habitat participatif. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Audrey Giquel. Je suis habitante depuis 2012 d'un habitat participatif au nord de Lyon. Je suis également accompagnatrice de groupe depuis 4 ans et je suis autrice du livre Les clés de l'habitat participatif, mes expériences de vivre ensemble, et je suis youtubeuse. Alors pour me présenter en quelques mots, donc je travaille comme formateur consultant en permaculture dans ma structure l'Atelier Fertile, dans lequel je propose de la formation, de l'accompagnement de porteurs de projets et puis des bouquins sur le droit immobilier et le droit agricole. Et j'ai déjà effectivement sorti un premier bouquin, Hydraulique pour habitat alternatif, où notamment je parlais effectivement des différentes structures qu'on peut utiliser pour monter justement des projets d'habitat participatif. Alors, nous avons voulu faire cette vidéo à deux parce que c'était plus motivant, c'était plus sympathique. Ça nous permet aussi d'allier nos dynamismes. Joris qui est juriste, moi qui est pas mal vadrouillée dans le domaine de l'habitat participatif, ça nous semblait pertinent de faire ça à deux. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, on a l'occasion de se rencontrer dans un webinaire que j'animais sur précisément le droit d'habitat participatif. Ça nous paraissait intéressant justement de croiser nos regards, croiser nos expériences sur ce sujet. Avant de démarrer, sachez que du coup, on va vous présenter, c'est non exhaustif, mais on va quand même aller assez loin dans la présentation des montages juridiques. Pour autant, il y a plein d'accompagnateurs en France qui sont en mesure de vous accompagner. Vous allez voir que c'est assez complexe. Et donc, je vous renvoie à la fois sur la structure du RAP, le réseau des accompagnateurs de l'habitat participatif, ou la coopérative Oasis qui fait également de l'accompagnement dans ces domaines-là. Ouais, on mettra les liens vers leur site internet en description de la vidéo. Avant de démarrer les présentations des montages juridiques, on veut vous présenter les questions qu'il faut se poser pour trouver son montage adapté. Et pour ça, donc, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges juridiques. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est le rapport à la propriété et les finances. Parce qu'en fait, un montage juridique, ça permet de définir comment on va financer son projet. Donc, c'est un point qui est important. C'est déjà de faire le bilan de quelles sont vos finances et comment vous envisagez le financement. C'est très corrélé avec la question de quel rapport je veux avoir dans mon projet à la propriété. Et là, il y a vraiment un champ des possibles qui est assez vaste. Ça peut être, je veux être propriétaire de mon logement, je veux être locataire de mon logement, mais il y a également un entre-deux avec différents montages qui vont passer par une propriété collective. Donc, le principe de la propriété collective, c'est que on est un collectif, on va créer une structure. La structure sera propriétaire du bien, de la construction, de la rénovation, et nous, on est membre de cette structure. Donc, c'est une... Par exemple, j'ai uniquement des parts sociales dans la structure, c'est tout. Je ne suis pas propriétaire d'un logement en particulier, j'ai juste des parts dans la structure. Voilà. Et puis, on a encore aussi la possibilité, il y a dans les montages, de n'avoir carrément aucune propriété. Je ne possède ni part dans la structure, ni un bien matériel dans la structure. Ça existe aussi. Alors, on peut aller un peu sur le vocabulaire, Joris, justement, pour continuer sur la notion de propriété. On parle des fois de propriété, de jouissance. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu la différence Ouais. Alors, lorsqu'on est donc membre dans une structure, donc possède un ensemble immobilier, il y a plusieurs rapports qu'on a avec un logement. Je suis une famille, on est dans une famille et on veut aménager dans un logement qui fait partie de l'ensemble immobilier. Il y a une distinction qui est importante. Il y a entre ce qu'on appelle l'attribution en propriété. À telle famille, à tel foyer, on attribue la propriété de tel logement. Et ce qu'on appelle l'attribution en jouissance. L'attribution en jouissance, c'est le terme juridique pour désigner le fait qu'on on a délibéré en assemblée générale que telle famille avait l'usage, avait la jouissance, c'est le terme juridique, du logement. Pas propriétaire, on a juste l'usage. Après, il y a un élément qui est assez intéressant aussi, c'est la possibilité d'avoir une mixité sociale en habitat participatif. Alors là, ça peut être intéressant de se poser la question dans votre collectif, est-ce que vous souhaitez une mixité sociale? Et après, de voir qu'en fait, il y a plusieurs possibilités de faire cette mixité sociale.
au sein de l'habitat participatif. Alors, ça peut être aller vraiment sur de la mixité sociale avec des niveaux sociaux très, très bas. Et dans ce cas-là, ça sera un montage avec un bailleur social. Mais il y a d'autres possibilités. Il faut savoir qu'un collectif peut accéder au premier niveau, ce qu'on appelle le niveau PLS, hein, prêt locatif social. Le premier niveau des bailleurs sociaux peut être accessible à un groupe. Et puis après, on peut également faire de la solidarité en interne, donc de la solidarité au niveau des apports, par exemple, dire qu'il y en a qui apportent plus que d'autres, mais on peut aussi avoir de la solidarité au niveau des redevances, c'est-à-dire au lieu de dire, eh ben, je paye un loyer ou une redevance en fonction de la surface de mon appartement, certains peuvent faire en fonction du quotient familial ou des choses comme ça. Donc, il y a, pour dire que la mixité sociale n'est pas forcément associée absolument à un bailleur social, on peut faire des montages qui recréent de la solidarité en interne. Un petit élément dans le champ des possibles par rapport à ça aussi, c'est qu'il est possible aussi, parmi les foyers qui vont habiter des logements dans l'ensemble immobilier, eh bien, avoir des foyers qui sont membres de la structure et qui donc ont fait des apports dans la structure, mais aussi d'avoir des foyers, des familles qui ne sont pas membres de la structure, qui sont juste locataires de la structure. Ça peut aussi contribuer à la mixité sociale. Alors, les sources de financement pour un habitat participatif, alors c'est en général l'apport des membres et on complète avec un crédit bancaire. Ça, c'est la méthode la plus classique. Nous, on va vous parler par la suite de cette possibilité d'accéder, les possibilités ou les difficultés d'accéder au crédit bancaire. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres possibilités et en particulier l'appel à investisseurs privés, le crowdfunding, voilà, des choses comme ça. Les campagnes de financement participatif, il y a aussi tous les projets liés à la rénovation, il y a aussi tout le panel des aides à la rénovation énergétique aussi qui n'est pas à négliger. Localement, on peut avoir aussi des aides par les collectivités territoriales parce que notre projet il a un impact environnemental positif, un impact social positif. Donc, voilà, il y a un vaste panel de modes de financement. On peut notamment vous aider, vous orienter sur ce qui est possible par rapport aux caractéristiques qui sont propres à votre projet. Ça peut être l'ADIL, hein, l'Agence départementale d'information sur le logement. Il y en a une par département. Donc un service public qui peut, entre autres, vous orienter sur justement les financements publics dont peut bénéficier votre projet. Puis pour les aides à la rénovation, vous pouvez contacter le réseau FAIRE, les espaces Info-Énergie. Ça change régulièrement de nom. Vous pouvez avoir donc des associations qui vous guident sur quelles sont les aides financières pour la rénovation énergétique. Ok, alors restons sur l'aspect financier. Il y a également tout ce qui est en lien avec la solidarité financière. Si jamais vous créez une structure et que par malheur, à un moment donné, cette structure elle a des dettes, elle a des créances et elle n'est pas en capacité de pouvoir payer ses dettes, de pouvoir payer ses créances. Que se passe-t-il? Est-ce que les créanciers de la structure peuvent se retourner vers individuellement chacun des membres de la structure pour réclamer justement le paiement des dettes? Par exemple classique, hein, on a un prêt immobilier qui est mis en place auprès d'une banque et puis à un moment donné, la structure n'est plus en capacité, si c'est un prêt fait par la structure, donc la structure n'est plus en capacité de pouvoir rembourser ce prêt. Est-ce que la banque peut se retourner individuellement vers chaque membre pour demander le règlement de la dette? Voilà. Et donc, grosso modo, on distingue des cas où, effectivement, c'est bien possible. La banque peut se retourner contre chacun des membres. Alors, dans certaines structures, on verra, c'est sans limite de montant, mais quand même en proportion de la part sociale que chacun a dans la structure. Par exemple, j'ai 20% des parts sociales dans la structure. Les créanciers peuvent réclamer jusqu'à 20% des dettes, seulement de 20% des dettes de la structure. Il y a d'autres cas où là aussi ma responsabilité financière comme membre peut être engagée, mais c'est limité au montant des apports. J'ai investi par exemple 10 000 euros, un apport en argent, 10 000 euros dans la structure. Les créanciers peuvent me réclamer jusqu'à ce montant-là, maximum. Et enfin, il y a d'autres structures, effectivement, où on n'a pas de responsabilité financière des membres vis-à-vis des créanciers. C'est-à-dire que les créanciers ne peuvent pas se retourner directement contre les membres de la structure. J'aurais envie d'apporter aussi notre petite réflexion de mon collectif parce que nous avons un montage où nous avons une solidarité illimitée, donc ça peut faire peur. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que
on remplaçait en fait cette peur en fait de cette solidarité illimitée par une gestion interne qui fait que quoi qu'il arrive, on ne se mettra jamais en défaut de paiement par rapport à la banque et on gérera en interne s'il y a une difficulté. Évidemment qu'on ne va pas faire en sorte que la banque se retourne contre nous. Nous, on payera toujours la banque. Voilà, mais c'est une approche qui est la nôtre. En tout cas, je vous la partage pour… voilà, ça, c'est une question à vous poser. Un autre point qui est très important pour le choix du montage juridique, c'est le rapport à la spéculation immobilière. Alors, peut-être une petite explication de ce qu'est la spéculation immobilière. Une spéculation immobilière est une opération économique sur un bien immobilier motivée par l'augmentation attendue de sa valeur. On va jouer avec l'augmentation du marché immobilier. Mais si par exemple j'achète un bien, j'achète une bâtisse à 1 million d'euros et je fais 500 000 euros de travaux. Avec ces 500 000 euros de travaux, j'ai doublé la surface habitable. Donc on peut estimer, même si le marché immobilier reste stable, que mon bien qui valait 1 million vaut maintenant 2 millions. Donc voilà, est-ce que pour vous, ça fait partie de la spéculation immobilière ou est-ce que pour vous, la spéculation immobilière, c'est que au bout de 10 ans, il n'en vaut pas 2 millions, mais 3 millions parce que le marché de l'immobilier autour a augmenté. Et donc, voilà, ça, ce sont des questions à vraiment se poser quand vous réfléchissez à la notion de spéculation immobilière. Et si vous souhaitez bloquer la spéculation immobilière, ce qui est possible, on peut le bloquer, on peut le limiter des fois. Si on reprend mon exemple, je vis dans un lieu qui a augmenté, qui vaut maintenant 3 millions d'euros, alors que, voilà, au niveau, si on prend l'équivalent à l'achat, il en vaudrait plutôt 2 millions. Donc, j'ai une plus-value immobilière d'1 million d'euros. Si je renonce à ça, ça fait qu'on a un bien qui devient de plus en plus accessible à des bas revenus dans le temps. Donc voilà, c'est aussi un bien qu'on va pouvoir, par des montages juridiques, sortir du marché immobilier. Par contre, moi, si je vis dedans et que je souhaite me reloger à côté, si je souhaite acheter la maison d'à côté, la somme que j'ai investie dans le projet n'a pas suivi le cours du marché immobilier. Et donc, j'ai en quelque sorte perdu de l'argent. En tout cas, j'ai perdu du pouvoir d'achat. Je ne peux pas acheter juste à côté. Donc voilà, ça, c'est des notions à se questionner quand vous parlez de la notion de spéculation immobilière. Si jamais une personne qui possède un bien au départ dans la structure souhaite les revendre, eh bien, c'est une clause d'agrément prévue dans les statuts et doit d'abord obtenir l'agrément, l'accord de l'Assemblée générale des membres de la structure. L'objet de l'agrément, c'est à la fois de valider l'acheteur potentiel. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que cette personne est raccord avec la philosophie, l'esprit du projet? Mais c'est aussi une façon de valider le prix de la cession, le prix de vente. Mettre en place une clause d'agrément, c'est souvent en pratique une façon que le groupe, la structure, se donne les moyens pour réguler la spéculation. Si je le dis autrement, on peut avoir des montages juridiques qui ont une clause de non-spéculation dans le montage juridique, c'est intégré dans le montage, mais on peut également avoir une non-spéculation sociale, c'est-à-dire si le groupe est tout à fait OK avec le fait qu'ils veulent la non-spéculation et qu'il y a une clause d'agrément, hein, on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas cette clause d'agrément. Dans ce cas-là, on peut faire de la non-spéculation sociale. Voilà. Donc, ça n'est pas dans les statuts, mais on peut quand même l'appliquer. Un autre point intéressant, c'est le régime fiscal. Si la structure dégage un bénéfice au cours d'une année, eh bien, se pose la question de est-ce qu'une fiscalité s'applique? Ce n'est pas le cas dans toutes les structures, on va voir. Et puis, s'il y a une fiscalité, laquelle? Et vous avez basiquement, il y a deux types de fiscalité qui peuvent s'appliquer, soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Alors, pour faire très très simple, l'impôt sur le revenu, ça veut dire que ce n'est pas la structure qui va être imposée, c'est chacun des membres individuellement, en fonction de la part de bénéfices auquel il a droit, du fait des statuts de la structure. Par exemple, j'ai une structure qui a dégagé 10 000 euros de bénéfices au cours d'une année. Moi, j'ai 20% des parts sociales et qui sont droit à 20% des bénéfices. J'ai donc une part de bénéfices qui me revient de 2 000 euros. Et ces 2 000 euros, ils vont être intégrés. Je vais déclarer dans ma déclaration d'impôt sur le revenu. Après, c'est le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, là aussi, pour présenter ça de façon très, très simplifiée, c'est la société qui va payer l'impôt sur le montant du bénéfice dégagé au cours d'un exercice.
Un autre sujet sur lequel le groupe doit se questionner dans le cahier des charges juridiques, c'est la notion de gouvernance. Et en particulier, comment est-ce qu'on souhaite décider, comment est-ce qu'on souhaite prendre nos décisions ensemble. Très souvent, les groupes adoptent soit le mode par le consentement, soit le mode d'une personne égale une voix. Mais voilà, on va voir tout à l'heure dans les différents montages juridiques que des fois, la structure juridique impose un mode de prise de décision, enfin voilà, en tout cas un droit de vote. C'est ce qu'on regardera. Alors, une petite nuance à apporter quand même, c'est qu'en fait, on peut imaginer, si par exemple, alors imaginons, voilà, la copropriété, on est au tantième, je spoil un peu la suite, mais on peut tout à fait imaginer que le consentement est un préliminaire au vote. Et du coup, en plus, si on arrive à être tous consentants, on peut considérer que c'est une unanimité. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est une manière de contourner les droits de vote qui ne sont pas forcément à une personne égale une voix. Voilà. Mais on y reviendra par la suite. Alors tout d'abord, je veux vous parler un petit peu de la philosophie du consentement et de la différence entre consensus et consentement. Dans le consensus, on cherche l'unanimité. C'est vraiment, on va chercher tout le monde est pour. Dans le consentement, on va chercher que personne ne soit contre. Ça paraît assez subtil à le dire comme ça, mais en fait, il y a vraiment une nuance importante dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la meilleure solution. Dans le consensus ou même dans les prises de décision de manière générale, on cherche effectivement cette meilleure solution et pour ça, on va analyser différents scénarios, regarder, discuter et tendre vers la meilleure solution. Dans le consentement, on considère que il existe une infinité de solutions et dans cette infinité de solutions, dans le champ du personne n'est contre, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs solutions et dès qu'on en trouve une, c'est bon, ça suffit, on s'arrête là. On ne cherche pas à aller explorer toutes les solutions et vous allez voir dans le processus, ça se ressent. Après, il faut distinguer la question des droits de vote dont dispose chacun lors des prises de décision. Et puis, d'autre part, c'est quoi les règles sur les prises de décision d'assemblée. Pour donner un exemple, d'une part, on a la question de est-ce qu'on est sur une personne égale une voix ou l'alternative qu'on voit souvent, c'est dans les structures, c'est que le nombre de voix dont je dispose, c'est proportionnel au nombre de parts que j'ai dans la structure. C'est une chose. Et puis d'autre part, par exemple, c'est dans telle prise de décision, on est sur la majorité simple des voix. Il faut obtenir la majorité pour que la décision soit obtenue. Ou dans telle autre prise de décision, il faut avoir l'unanimité. Alors, une nouvelle question dans ce cahier des charges, c'est quel est le champ d'action? Dans certaines structures, une même structure peut gérer plusieurs ensembles immobiliers qui sont complètement distincts les uns des autres. Il y a deux structures où on ne peut gérer qu'un seul ensemble immobilier. Déjà, c'est une première distinction. Et puis, une autre distinction, c'est est-ce que ma structure ne peut gérer qu'un ensemble immobilier, peut faire que de la gestion de cet ensemble, c'est tout, ou est-ce qu'en plus de ça, elle va pouvoir gérer des activités économiques, qui sont donc des activités économiques qui sont gérées collectivement. Et puis, encore une autre question, c'est la notion de qui va construire. Alors, est-ce que vous souhaitez être en autopromotion ou passer par un opérateur immobilier? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, c'est ce qu'on appelle le portage de maîtrise d'ouvrage qui va gérer la partie construction ou rénovation. Est-ce que vous déléguez cette partie-là ou est-ce que vous en chargez? On passe très vite, évidemment, il faudrait passer du temps à vous expliquer tout ça. Mais donc voilà, la question de qui construit et la question aussi de est-ce que c'est une construction ou une rénovation. Et ça, certains montages juridiques sont limités, par exemple, à la construction. Et alors, dernière petite question, mais ça, c'est le petit bonus, si c'est également en auto-rénovation ou en auto-construction, voilà, qui va également jouer sur des choses, alors au niveau des statuts juridiques, mais surtout au niveau des assurances, ça peut jouer énormément. Alors, encore un point. Alors, ça, c'est un point qui est souvent, les groupes sont assez d'accord sur la clause d'agrément. Donc, Joris en a un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à l'aspect spéculatif. C'est est-ce que vous souhaitez maîtriser les entrées, les sorties? Alors, en général, les groupes le souhaitent, en tout cas, au moins gérer les entrées, c'est-à-dire est-ce que le groupe valide un nouvel entrant? Quelqu'un s'en va, voilà. Est-ce que le groupe a un droit de regard sur le nouvel entrant ou pas? Souvent, quand on parle de ce sujet, ce qu'on pense spontanément, c'est la vente. Un membre de la structure qui souhaite revendre son logement ou de séparer ses parts à une personne qui n'est pas dans la structure.
ou le donner, voilà, ça peut aussi arriver. Il faut aussi penser le cas de la succession. Hein, vous avez un membre de la structure qui décède, qu'en est-il? Sa propriété va être transmise à ses héritiers. Il se pose la question de, derrière, est-ce qu'on va, voilà, si on met en place une clause d'agrément, le fait que les héritiers, effectivement, deviennent membres de la structure. Il y a également la possibilité pour certains montages juridiques d'exclure. Donc, souhaitez-vous pouvoir avoir un droit d'exclusion? Alors, évidemment, ça paraît un peu étrange de parler d'exclusion alors qu'on est dans l'euphorie de créer un projet, mais pour moi, avoir une possibilité d'exclure, c'est un peu comme avoir le droit de divorcer, c'est-à-dire que quand on se marie, on n'a pas trop envie de penser au divorce, mais c'est quand même une sécurité que d'avoir ce droit-là de pouvoir divorcer. Donc le droit de pouvoir exclure un membre, ça fait partie de ces possibilités où évidemment qu'on ne le fera pas instantanément, mais après tout un processus de résolution de conflits, de discussions, voilà, on aura tenté plein de choses et des fois, la seule possibilité, la seule porte de sortie, c'est l'exclusion. Et du coup, c'est bien d'avoir cette porte de sortie parce que si on l'a pas, ça peut être compliqué. Oui, on peut avoir un conflit dur qui s'enlise dans le temps, et alors là, ça peut être l'horreur pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est pas un sujet plaisant. En général, les groupes n'y pensent pas ou sont très réticents à en discuter lorsqu'on est sur le montage d'un projet. Et c'est vrai qu'on n'a pas, je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de se projeter sur des quid en cas de litige grave, litige dur. Mais c'est indispensable parce que le pire moment pour réfléchir à comment est-ce qu'on gère un conflit, c'est lorsqu'on le conflit est là. Dans le droit français, donc en fait, on peut exclure une personne d'une société. On n'a pas le droit de virer quelqu'un de son logement. En tout cas, c'est beaucoup, enfin, c'est réglementé. Hein, c'est le principe des personnes qui vivent en squat, que voilà, il faut une procédure pour exclure d'un logement. Donc voilà, nous, on va parler de l'exclusion du collectif. Et après, si vraiment la personne ne souhaite pas partir et qu'elle reste dans son logement, c'est une autre procédure d'un autre ordre. Mais l'expérience que j'ai pu voir, moi, dans des collectifs qui avaient appliqué cette procédure d'exclusion, c'est qu'une fois que la personne est exclue du collectif, elle s'en va. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, c'est un acte fort que de se faire exclure de son collectif et on a rarement envie de rester vivre dans un habitat participatif dans lequel on vient de se faire exclure. Nous allons attaquer donc chaque structure juridique. Peut-être vous donner un petit plan des montages qu'on va aborder. Nous allons voir donc la copropriété, la SCI, la SCCI, la SCIA, la S3C, l'association, la SAS coopérative, la SIC, l'ASL, et nous aborderons également des montages hybrides sur la fin. Voilà, donc pour vous donner un petit aperçu, vous donner envie d'aller jusqu'au bout. Accrochez-vous bien. Et donc, on va partir sur la première structure, la copropriété. Alors, la copropriété, vous connaissez tous, donc c'est facile de démarrer par cette structure-là. Le rapport à la propriété, c'est évidemment, et chacun est propriétaire de son logement. La particularité de la copropriété, c'est que c'est un statut qui est extrêmement cadré et qui met en avant vraiment le droit individuel par rapport au collectif. C'est en ça que je trouve qu'il n'est pas du tout adapté à l'habitat participatif. Mais des fois, et en fait, figurez-vous qu'un tiers des habitats participatifs en France sont en copropriété, donc c'est quand même important d'en parler, parce qu'il y a des fois des choses qui vont faire qu'on favorise la copropriété. On est propriétaire d'une quote-part de partie commune, et sinon on est propriétaire de son logement. Au niveau du financement, c'est le prêt individuel qui est favorisé, donc chacun va financer auprès de la banque son logement et sa quote-part des communs. Et le crédit bancaire est plutôt facilement accessible. Est-ce qu'il y a une responsabilité financière des créanciers? Non. Chacun est vraiment sur son niveau à lui de son logement et de sa partie commune. Le droit de vote est au tantième. Nous n'avons pas possibilité d'avoir une procédure d'agrément. On ne peut pas valider les nouveaux entrants. Nous ne pouvons pas non plus exclure quelqu'un d'une copropriété. Ça, c'est impossible. Au niveau du champ d'action, ça peut gérer un seul ensemble immobilier. On ne peut pas gérer d'activité économique. Et le régime fiscal, c'est l'exonération d'impôts. Un régime juridique très commun qui effectivement est assez souvent utilisé sur l'habitat participatif, fait que tous les interlocuteurs institutionnels, banques, etc., connaissent bien, c'est rassurant pour eux. Ça présente aussi l'intérêt
peut-être pour les membres du collectif qu'on est sur un régime juridique qui est extrêmement encadré. On a très peu de liberté dans l'écriture de ce genre de statut. Et puis, c'est aussi facilitant pour l'accès au crédit bancaire. Après, il y a une déclinaison qui, elle, est assez méconnue de la copropriété. C'est la copropriété à syndicat coopératif. Donc ça, c'est possible, soit la création d'une copropriété de prévoir d'emblée qu'elle soit un syndicat coopératif, ou si on a une société, une copropriété, disons, classique, eh bien, de la faire basculer, de changer ses statuts pour qu'elle devienne une copropriété à syndicat coopératif. Le point essentiel de la propriété à syndicat coopératif, finalement, c'est que là, on va tomber sur le principe d'une personne égale une voix au niveau des droits de vote. C'est une déclinaison, mais les principes généraux sont les mêmes que la copropriété. Alors, ensuite, la société civile immobilière classique. Le principe des SCI, à la base, on voit souvent des SCI familiales ou des personnes qui se regroupent pour acheter des biens immobiliers et c'est souvent pour louer. Au niveau de la SCI, là, on va être ensemble propriétaires d'un bien, mais il n'y a pas de lien entre l'endroit où j'habite et mon nombre de parts. Par exemple, je possède 20% des parts sociales de l'SCI, super, c'est tout. Je ne suis pas propriétaire de tel logement dans la SCI. Voilà, donc, on est effectivement donc, propriétaire d'un nombre de parts. Le financement, c'est en général un financement collectif. Donc, c'est la SCI qui va faire un prêt bancaire pour pouvoir financer l'achat du bien et les travaux. Il peut y avoir au cas par cas des prêts individuels en général pour financer un capital social. Voilà, s'il y a quelqu'un qui part, j'avais un capital social dans la CI, je m'en vais, quelqu'un revient et me rachète mon capital social. Il peut y avoir au cas par cas des prêts bancaires pour cela. Les banques connaissent assez bien ces types de montages, les notaires aussi, hein, c'est des montages qui sont assez classiques. Au niveau de la responsabilité financière, donc là, on est sans limite de montant, en proportion du nombre de parts. Mais voilà, on a quand même une responsabilité financière qui est quand même assez élevée. Le droit de vote, donc on est proportionnel au nombre de parts sociales. Alors voilà, je connais bien la SCI parce que c'est le montage dans lequel je suis. Et nous avons donc le même nombre de parts sociales. En fait, c'est très facile d'avoir le même nombre de parts sociales et de mettre le complément financier en compte courant d'associé, puisque de toute façon, il n'y a pas de corrélation avec le logement. On peut parfaitement décorréler voilà, le nombre de parts sociales par rapport à la surface de son logement. On a une procédure d'agrément, on valide les nouvelles entrées et nous avons également la possibilité d'exclure un membre de la SCI. Le champ d'action par la SCI peut gérer plusieurs ensembles immobiliers. Et le régime fiscal, c'est l'impôt sur le revenu avec option, enfin, il est possible également d'avoir une option impôt sur les sociétés. Quelque chose d'intéressant quand même dans la SCI, c'est qu'il y a deux montages possibles. On peut soit dire qu'on est tous locataires, et dans ce cas-là, c'est les loyers qui vont rembourser la banque. Hein. Enfin, voilà, et dans ce cas-là, on fait un montage où on justifie à la banque d'un certain nombre de loyers qui rentrent et on peut emprunter à certaines hauteurs en fonction de ça. Mais on peut également avoir un montage où, comme nous sommes sociétaires de la SCI, eh ben, nous sommes en jouissance. Et dans ce cas-là, donc nous payons des redevances que nous mettons dans nos comptes courants d'associés et c'est ce montant des comptes courants qui permet de rembourser la banque. Et en fait, quand on part, on récupère l'argent que nous avons sur notre compte courant d'associés ainsi que nos parts sociales. Donc voilà, nous n'avons pas de loyer qui est perdu. Effectivement, par défaut, en SCI, le droit de vote de chacun est proportionnel à son nombre de parts sociales et comme l'a dit Audrey, hein, on peut faire le choix, voilà, par simplicité peut-être, d'avoir tous le même nombre de parts sociales, c'est possible. On peut se débrouiller au niveau du montage, même si les surfaces, les logements sont différentes, même si les apports de chacun sont différents. Il faut faire attention, c'est l'interdiction des clauses léonines, c'est-à-dire des clauses qui prévoient qu'on a un très fort déséquilibre pour une personne donnée dans la structure, entre ses droits et ses obligations. Par exemple, si vous avez seulement 1% des parts sociales dans la structure, mais que les 20% des droits de vote, voilà, il y a un gros déséquilibre. Et ça, c'est interdit. Et en cas d'un conflit, eh bien, un membre peut demander la suppression de la clause sur les droits de vote, puisqu'elle serait une clause léonine. Un petit élément aussi intéressant dans la SCI, c'est qu'on peut avoir des apports qui sont très différents. On peut avoir
donc des personnes qui apportent beaucoup, des personnes qui apportent moins. On peut faire des choix, on peut rémunérer des comptes courants d'associés, par exemple, certains, donc quelqu'un qui apporterait beaucoup, on peut choisir de le rémunérer voilà, pour que ce soit, parce qu'on juge que c'est plus juste pour cette personne qui a amené beaucoup d'argent. Et puis, on peut faire un système de rééquilibrage dans le temps, sans rentrer trop dans le détail, mais au niveau des comptes courants d'associés, on peut faire des mouvements d'argent qui sont assez souples, jouer sur les comptes courants d'associés. La SCI peut parfaitement avoir de l'argent qui rentre sur un compte courant de quelqu'un et du coup de rembourser quelqu'un qui aurait eu un compte courant plus élevé et d'avoir à terme un rééquilibrage dans le temps. On peut avoir des personnes dans le collectif qui ne seraient pas éligibles à un prêt individuel. On va chercher un prêt collectif. Donc ça, c'est un des avantages également. C'est une solidarité sur tout ce qui est prêt bancaire. Voilà. Et puis, la petite subtilité que nous, on a fait au Choulan, c'est qu'on a intégré une association dans la SCI. Donc ça, c'est également possible. Et notre association, nous, est majoritaire, et ce qui permet de limiter la spéculation immobilière, sachant que normalement, une SCI est spéculative. Mais voilà, du coup, il y a également cette possibilité-là. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas interdire la spéculation immobilière dans les statuts de la SCI, mais effectivement, il y a faut se débrouiller comme dans le montage de Dray pour pouvoir encadrer la spéculation immobilière tout de même. Après, il y a une déclinaison de la société civile immobilière qui est sous forme coopérative. Le fonctionnement, finalement, les caractéristiques en forme coopérative, il y a assez peu de différence avec une SCI classique, mais il y a tout de même une différence essentielle, c'est que là, on applique d'emblée le principe une personne égale une voix. C'est simple à mettre en œuvre, ça, de pouvoir l'inscrire dans les statuts, peu importe que les personnes aient un nombre de parts très différents les unes des autres, on appliquera bien le principe d'une personne égale une voix. Alors ensuite, on va aborder la SCIA, la Société civile immobilière d'attribution. L'esprit de ce type de montage, ça a été pensé à la base pour qu'une structure fasse toute une opération pour construire un ensemble immobilier, soit une opération via une opération de rénovation ou de construction à neuf, peu importe. Les deux sont possibles. Et voilà, une fois toute l'opération réalisée, la structure répartit les différents lots qui constituent l'ensemble immobilier, chaque lot est attribué à un membre de la structure. Au départ, une SCIA est construite, enfin, on utilise la SCIA pour construire une copropriété. Parce qu'on ne peut pas construire, quand on construit un immeuble, il faut une seule société pour construire un immeuble. Et une copropriété, ça n'est pas une société. En fait, c'est plein de copropriétaires. Et donc, du coup, la SCIA, c'est en fait une société, un statut juridique intermédiaire à la copropriété, en tout cas dans l'état d'esprit. Dans la façon dont le régime juridique a été écrit, à la base, c'est bien pour avoir une société qui permet de gérer toute la phase de construction de l'ensemble immobilier. Une fois cette phase terminée, actée, eh bien, donc les logements sont attribués, on attribue un peu la propriété de chaque logement à chaque famille et on bascule sur un régime de copropriété. Mais ce qu'il est possible de prévoir dans les statuts de SCIA, c'est que les logements ne seront pas attribués en propriété, ils seront attribués en jouissance. Et dans ce cas-là, ça va permettre de pouvoir maintenir l'existence de la SCIA au-delà de toute la phase de construction. Dans une SCIA, chaque membre de la SCIA possède un groupe de parts sociales qui correspond à un lot, qui correspond à une partie physique de l'ensemble immobilier. Selon les critères des statuts, ça sera soit attribué en propriété, soit attribué en jouissance, comme j'ai dit. Au niveau du financement, ce qui est possible, c'est de souscrire un financement bancaire individuel. Donc, la grosse particularité de la SCIA, c'est de pouvoir avoir accès à un prêt individuel. Chacun finance auprès de la banque son lot, son appartement ou ses appartements, comme on disait, on peut en acheter plusieurs. Et l'accès au crédit bancaire ne présente pas de difficultés particulières. C'est un montage assez classique également, qui est bien connu des notaires, des établissements bancaires. La responsabilité financière des membres par rapport aux créanciers de la structure, elle est limitée. Le droit de vote d'un membre est nécessairement proportionnel à son nombre de parts sociales. Ça, c'est une disposition obligatoire. On peut mettre en place une procédure d'agrément. On peut également mettre en place une procédure d'exclusion. Une SCIA ne peut gérer qu'un seul ensemble immobilier. Elle peut gérer pour le compte, la SCIA peut gérer des activités aussi de location dans l'ensemble immobilier, bien sûr. Et au niveau du régime fiscal, c'est l'impôt sur le revenu.
va s'appliquer. Sur l'aspect locatif par rapport à la SCI, là, comme chacun a un lot, c'est tout à fait possible de dire que, par exemple, moi, j'ai le lot de mon logement et j'achète également un lot supplémentaire que je loue. Et dans ce cas-là, les revenus me reviennent de la location, ce qui n'est pas possible en SCI. Les revenus reviennent à l'ensemble de la SCI. On ne peut pas faire voilà, ce lien direct. Il y a une variante qui s'appelle la S3C, la Société civile coopérative de construction. Donc, comme le dit son nom, c'est pour de la construction, donc ça ne sera pas du tout pour de la rénovation. Alors, c'est le même état d'esprit que la SCA. Je ne vais pas forcément tout redétailler, mais il y a des petites nuances par rapport à la SCA qui sont certaines nuances sont très intéressantes, d'autres moins. Il y a en particulier le côté coopératif, donc une personne égale une voix. Donc là, on est vraiment sur le principe d'une personne égale une voix et pas au tantième comme on l'a en SCA. Alors, une petite nuance, c'est que quand on crée une S3C, on n'est pas obligé de déposer, le DD, enfin en gros, ce qui définit les lots. Voilà, le fait que moi, j'ai le lot numéro 1 et Madame Michu a le lot numéro 2, ça, en SCIA, il faut le déposer au moment de la création des statuts, parce que ça fait partie des statuts. En S3C, ça fait partie des statuts, mais on n'est pas obligé de le déposer tout de suite. Il faut le déposer avant le démarrage des travaux, ce qui fait que la S3C peut porter toute la phase de conception. Donc, toute la phase où on va travailler avec l'architecte et où justement on va définir les différents lots, définir ce qu'on va construire, les différents plans. Et ça, on peut le déposer plus tard. Donc, ça, c'est une petite nuance qui est intéressante. Une autre nuance, c'est aussi qu'on peut intégrer dans la S3C un opérateur immobilier. L'opérateur immobilier intègre la S3C et peut porter la maîtrise d'ouvrage donc la construction du bâtiment au nom de la S3C. Donc, c'est une sorte de co-maîtrise d'ouvrage en interne. Voilà, c'est une petite particularité qui est intéressante. Voilà. Sinon, donc, ça peut gérer un seul ensemble immobilier. Ce qu'on a dans cet ensemble immobilier, une autre particularité, c'est que ça peut être uniquement des bâtiments que ça va de l'habitation ou à du mix, c'est-à-dire habitation et professionnel. On est restreint par ça. Normalement, ce n'est pas très problématique sur l'habitat participatif, mais il faut quand même le dire. Ça peut gérer déjà des activités locatives comme SCIA, mais ça peut aussi gérer l'aspect vente de l'eau. Et puis, le régime fiscal, c'est l'impôt sur les sociétés qui s'applique. Vous l'avez présenté aussi, l'association loi 1901, c'est rarement utilisé en pratique, mais on voulait quand même donner aussi cette possibilité-là. Ce qui est une grande particularité, c'est que quand on est membre d'une association, on n'a aucune propriété. On n'est pas propriétaire de part dans une association, ça n'existe même pas. Et puis, si je suis membre d'une association, moi, je n'ai aucune propriété sur le capital, le patrimoine de l'association. Voilà, donc, absolument aucune propriété liée au fait d'être membre d'une association de loi 1901. Une association de loi 1901 pouvant gérer et pour être propriétaire et gérer des biens immobiliers. Ça, par contre, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Si c'est bien prévu dans son objet social, c'est tout à fait possible. Conséquence du fait qu'on n'a pas de propriété en tant que membre, on ne peut pas s'offrir un prêt bancaire individuel. Par contre, l'association peut, on est sur un prêt bancaire collectif. Mais ce qu'il faut tout de même bien dire ici, c'est que le retour d'expérience à ce niveau-là, pour des projets d'habitat participatif, c'est que l'accès au crédit bancaire pour une association, c'est excessivement difficile. Après, les membres n'ont pas de responsabilité financière vis-à-vis des créanciers de l'association. Au niveau de l'écriture des statuts d'une association, on a une grande liberté. On peut prévoir une personne égale une voix ou toute autre chose. On peut prévoir une procédure d'agrément, on peut prévoir une procédure d'exclusion. L'association, par ailleurs, peut gérer tout type d'activité économique, là aussi, tant que c'est prévu dans son objet social. Le grand point d'attention en association, par contre, c'est si on veut que l'association bénéficie de l'exonération d'impôts, c'est que cette activité économique a un caractère non lucratif. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, mais c'est le concept essentiel. Parce que si jamais une association avait des activités économiques qui auraient un caractère
lucratif, on basculerait sur le régime classique fiscal pour les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Alors, un petit point, une petite parenthèse pour parler de la loi Allure et des statuts qui sont dans la loi Allure. Peut-être que si vous êtes si vous avez surfé un peu sur Internet en cherchant des statuts d'habitat participatif, vous êtes certainement tombé sur les deux statuts de la loi Allure qui sont la SAA, Société d'attribution et d'autopromotion, et la coopérative d'habitants. Alors, ce sont deux statuts qui ont été travaillés à l'époque avec des citoyens, des groupes, en particulier donc portés par Habitat Participatif France, pour faire des statuts qui sont adaptés à l'habitat participatif. Et sur le papier, ils le sont. Le seul problème, c'est que la loi impose un niveau, une garantie financière qui est équivalente à des opérateurs immobiliers et que actuellement, les banques ne sont pas prêtes de donner ces garanties à des groupes d'habitants. Tout ça pour dire que les statuts de la loi Allure sont sur le papier très bien, très intéressants, mais que si vous devez avoir recours aux banques, en fait, vous ne pourrez pas utiliser ces statuts et c'est ce qui fait qu'actuellement, ils sont peut-être pas pour toujours, mais en tout cas, ils sont actuellement non utilisables. Mais du coup, par contre, dans le langage courant, on utilise des fois le terme de coopérative d'habitants. Si vous allez, par exemple, sur le site d'Habicop, vous verrez qu'il y a un certain nombre de coopératives d'habitants en France. Mais en fait, ces coopératives d'habitants n'utilisent pas le statut juridique coopérative d'habitants de la loi Allure. Ils utilisent un autre statut qui est la SAS coopérative, voilà, que nous allons vous présenter. Donc oui, la SAS coopérative, ça peut être un type de structure utilisée. Et c'est vrai que je vois un bon nombre de projets d'habitat participatif utiliser ce genre de structure. SAS, c'est une société par action simplifiée. Alors, dans l'esprit de l'habitat participatif, on met d'habitude sous forme coopérative, notamment pour qu'on ait le principe une personne égale une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'elle a dans la structure. Alors, donc chaque personne possède des actions dans ce type de structure. En tant que membre, je ne possède pas un lot en particulier, je ne possède pas une partie en particulier d'un immeuble, je possède simplement des actions dans la structure. Au niveau de l'accès au crédit bancaire, ce qu'on va demander, c'est un prêt collectif. Ce qu'il faut aussi bien dire, pour des projets d'habitat participatif, c'est que l'accès au crédit bancaire est difficile. C'est le retour d'expérience qu'on a. La responsabilité financière de chaque membre par rapport aux créanciers de la structure est limitée au montant de ses apports, ce qui est aussi un point intéressant de ce genre de structure. On peut mettre en place une procédure d'agrément, mettre en place une procédure d'exclusion. On peut gérer plusieurs ensembles immobiliers et potentiellement une SAS peut prévoir dans son objet social la gestion d'activités économiques. On n'est pas restreint sur le genre d'activité économique qu'elle peut gérer. Et au niveau du régime fiscal, on est sur l'impôt sur les sociétés. Donc, on va dire qu'on a un malus dans ce genre de structure sur l'accès au crédit bancaire en pratique. Par contre, le grand avantage de ce genre de structure, c'est qu'on a une grande liberté dans l'écriture des statuts. Peut-être pour préciser, là, on est vraiment sur un montage où le groupe va collectivement monter une structure où chacun donc, va avoir des parts sociales. Donc, voilà, on est gérant de cette structure, enfin, on gère cette structure en tant que sociétaire de cette structure. Et par ailleurs, on va payer un loyer. Donc, il y a vraiment à la fois la casquette propriétaire, je suis sociétaire de la SAS coopérative et je suis locataire. Une petite subtilité, c'est qu'en général, il y a une partie loyer qui est perdue et qui peut avoir un bail, voilà, qui donne droit à un bail locatif, donc des APL, enfin voilà, un certain nombre de droits du locataire. Et une partie épargne. Ou une part acquisitive, ça dépend comment on l'appelle, qui permet d'abonder notre compte courant progressivement. Et quand on s'en va, quand on quitte cette coopérative, on récupère l'apport initial plus cette part épargne qui a été cumulée au fur et à mesure des mois, des années qu'on a vécu sur place. Voilà, donc c'est pour dire quand même un point qui n'apparaît pas dans le tableau, c'est que c'est un montage qui est non spéculatif, qui va complètement décorréler le projet de la spéculation immobilière. Donc c'est vraiment un montage qui est énormément plébiscité dans des zones tendues urbaines, mais pas que. On peut aussi le trouver dans des zones rurales avec un montage qui est un peu différent
différent. Mais dans les zones tendues, on peut accéder à ce qu'on appelle le PLS, le prêt locatif social, qui est un premier niveau d'aide sociale. Donc, c'est des prêts spécifiques, mais dans ce cas-là, le montage est beaucoup plus complexe parce qu'il faut à la fois avoir un cautionnement d'une commune, parfois même d'un bailleur social. Voilà, donc c'est au niveau administratif beaucoup plus complexe, mais ça donne des possibilités très intéressantes. Et on voulait aussi aborder un autre genre de structure, la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Après, pour donner l'esprit général de ce genre de structure, c'est bien pensé donc, dans un esprit coopératif pour mener des projets qui sont d'intérêt général, qui sont d'intérêt collectif, au bénéfice globalement d'un territoire. L'esprit aussi de ce genre de structure, c'est de pouvoir associer beaucoup de parties prenantes, potentiellement aussi bien des habitants, mais aussi des personnes qui ont plutôt un rôle de soutien financier, d'investisseurs, des collectivités territoriales, pourquoi pas un bailleur social, pourquoi pas des entreprises partenaires. Voilà, avoir, disons, un sociétariat, des membres très diversifiés autour de la table. Oui, le rapport à la propriété est à peu près équivalent à la SAS coopérative, hein. On est donc on acquiert des parts sociales et puis on va être locataire par ailleurs. Il y a un financement qui est collectif, un accès au crédit bancaire qui va un peu dépendre du type de montage. La responsabilité financière est limitée au montant des apports. On a effectivement une personne égale une voix, c'est le principe de la coopérative. On peut avoir l'agrément des nouveaux entrants, on peut avoir une possibilité d'exclusion. Voilà, le champ d'action. Donc, c'est effectivement ce que disait Joris, on peut gérer plusieurs biens immobiliers et surtout gérer de l'activité et un ensemble immobilier. Le régime fiscal étant l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, c'est une particularité. On peut en fait faire exactement ce qu'on a fait le type coopératif d'habitants avec la SAS coopérative, on peut parfaitement le faire avec une SIC de la même manière et ça va être beaucoup plus souple pour pouvoir intégrer des activités. Voilà, si on a un projet qui associe habitat et activité, on va pouvoir le monter sous forme d'une SIC. Une particularité de la SIC, c'est également qu'on peut gérer des bénévoles. Il faut savoir qu'avec l'association, c'est la seule structure qui peut gérer des bénévoles. Donc, si vous organisez, je ne sais pas, du woofing, des chantiers participatifs, c'est quelque chose qui peut être intéressant à savoir. Un autre montage qui sort un petit peu de l'état d'esprit des coopératives, c'est le montage avec une ASL. Une association syndicale libre. C'est assez particulier, comme vous allez le voir, mais on trouvait quand même intéressant de le partager. L'esprit, c'est qu'on est sur une structure où on ne gère pas collectivement des logements. Ce n'est pas le propos du tout de l'ASL. L'ASL, c'est uniquement pour gérer des équipements collectifs. C'est souvent utilisé dans le cadre d'un espace comme un hameau ou un lotissement où chaque personne, chaque foyer est propriétaire individuellement de sa maison, mais on souhaite pouvoir gérer collectivement, gérer collectivement des équipements collectifs. Une maison d'amis, une salle commune, un atelier commun, ce que vous voulez. Et effectivement, il y a cette structure-là qui est bien adaptée pour ce genre de choses. Ici, chaque membre possède ce qu'on appelle des quotes-parts dans la structure. Alors, le prêt individuel bancaire est impossible, c'est uniquement le prêt collectif qu'on peut mettre en place. L'accès au crédit bancaire est normal, c'est une structure qui est assez commune, donc il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. En tant que membre de la structure, je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis des créanciers de la structure. Le droit de vote dont je dispose est librement défini dans les statuts, comme dans l'association. Par contre, il est impossible de mettre en place une procédure d'agrément, tout comme il est impossible de mettre en place une procédure d'exclusion. Ça peut gérer exclusivement des équipements collectifs, comme j'ai dit. Ce qui est possible en termes d'activité économique, c'est gérer des activités dites d'exploitation des ressources naturelles. C'est assez inhabituel pour l'habitat participatif. Voilà, on peut des choses comme l'exploitation d'un boisement ou d'une mine. Et puis, au niveau du régime fiscal, c'est l'impôt sur le revenu. Il y a plusieurs exemples de projets qui se montent avec une ASL et c'est souvent sous forme de lotissement. Donc, chacun est propriétaire de sa maison. Et effectivement, on utilise une ASL dans ce cas-là. Le lotissement n'étant pas une copropriété, mais voilà, vraiment, chacun est propriétaire de son lot sans copropriété. Dans ce cas-là, la ASL a tout son sens.
Et pour finir, moi j'avais envie de vous partager des possibilités, des choses, pour vous montrer aussi voilà, que l'imagination, voilà, ces montages juridiques, on peut arriver à les combiner, les composer, les associer pour faire des choses avec des montages qui sont des fois des montages hybrides. Alors j'ai envie de donner l'exemple de base, un exemple qui est à Mascobado, qui est un montage, par exemple, un bailleur social donc, a construit 2 immeubles qui se font face. C'est l'opérateur immobilier qui a construit. Et soit donc il a vendu certains lots en direct, hein, de la vente libre. Donc, il y a des personnes qui vont être propriétaires de leur logement. Il y a certains lots qui sont du locatif social. Et puis certains lots qui sont de l'accession progressive à la propriété, ce qu'on appelle, enfin c'est un statut qui s'appelle PSLA. Et donc du coup sur un même lieu, on va avoir des personnes, voilà, on va avoir une mixité sociale assez importante avec des personnes qui sont en capacité d'acheter leur logement en libre direct, des personnes qui vont être en accession progressive et puis des locataires. Et tout ce beau monde est complètement diffus, noyé dans le bâtiment. Donc voilà, ça donne des possibilités intéressantes. Et alors, l'inconvénient, c'est qu'on arrive sur un montage en copropriété. C'est ce que je vous disais, des fois, le montage en copropriété peut être choisi un peu par défaut, même si, donc, le gros inconvénient, c'est que quelqu'un qui s'en va peut vendre à qui il souhaite. Et du coup, il y a d'autres possibilités. Il y a certains opérateurs immobiliers un peu spécifiques qui acceptent des montages un peu plus originaux, mais on peut imaginer par exemple une SCIA ou une S3C avec à l'intérieur de ce montage des personnes qui sont propriétaires de leur lot et qui donc font un prêt individuel pour leur lot. Mais on peut avoir également soit un bailleur social, soit même construire une coopérative d'habitants, une SAS coopérative qui a plusieurs lots, et dans ce cas-là, avoir des personnes qui sont plutôt locataires. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a des possibilités infinies, enfin peut-être pas infinies, mais très grandes, très importantes dans ces montages juridiques. Vous dire aussi que là, on a quand même passé à peu près 1 heure à vous expliquer tout ça, mais ça reste du survol, que dans les montages d'habitat participatif, tout se joue dans les réglages, tout montage juridique a voilà, des possibilités de réglage, de finesse, et chaque projet est différent. On vous renvoie évidemment vers des accompagnateurs, des juristes, des notaires, des avocats. Formez-vous voilà, à tout ça. Quand vous verrez, quand vous comprendrez un petit peu toutes ces subtilités, à coup sûr, vous trouverez un montage qui vous convient. On vous le souhaite en tout cas. On te remercie pour avoir suivi cette vidéo. Voilà, on vous met en lien dans la description de la vidéo les liens vers nos activités, ce qu'on propose, si vous voulez en savoir plus. Et puis, bon courage dans vos projets. Hein, c'est vrai, il y a une certaine complexité, c'est vrai, mais je pense qu'on peut toujours réussir, in fine, à trouver chaussures à son pied. Au revoir à tous et bonne suite dans vos projets. Ciao, ciao. Bonne suite dans vos projets.